1703 sont renversés, la grève sauvage générale. Les portes finissent de brûler, les enragés ouvrent le bal. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris. Le problème, c'est que on a entre 1842, 1843 et 1844, dans le cheminement de ce que sont les jeunes hegéliens et dans le cheminement de la pensée critique telle que Engels, Marx, autour du cheminement Feuerbach, Bauer, et tous les gens qui tournent autour de ces cénacles ont positionné leur vision critique dans un dépassement de Hegel. Mais je dépasse Hegel à partir des prismes de Hegel. Il y a 3 territoires. Il y a une triade dialectique qui, en ce temps-là, est celle du socialisme français, qui exprime la spécificité historique des luttes du temps français. Il y a la spécificité du temps économique de l'économie politique aliénatoire anglaise, qui, autour de Ricardo, exprime la dominance du champ manufacturier anglais. Et de l'autre côté, il y a cette compréhension radicale philosophique post-hegelienne à partir de Hegel. Alors, contrairement aux âneries réactionnaires du léninisme, Marx n'est pas la synthèse de la philosophie allemande, du socialisme français et de l'économie politique anglaise en dépassement. Il passe par ces 3 territoires en ce que ces 3 territoires expriment le mouvement réel de l'histoire mondiale, spécifié dans ces 3 pays comme pôle avancé du développement dialectique de la radicalité du temps moderne. Mais Marx, en tant qu'Allemand, il vient sur le terreau post-hégélien. Et le terreau post-hégélien, c'est des jeunes hégéliens critiques de Hegel. Puisqu'on a vu que le point d'apothéose de Hegel, c'est l'état rationnel, cette critique des jeunes berlinois, elle va être tributaire de ce qu'elle critique. Donc, avant de découvrir la nécessité d'opérer une critique de l'économie politique, par-delà les débats que Marx et Engels auront en référence au mouvement ouvrier qui surgit, et à la première esquisse de Engels, l'horizon immédiat de la réalité critique, c'est l'État. Donc, la première critique qui surgit spontanément, le texte sur la censure, le texte sur le vol de bois, le texte sur l'insurrection des tisserands silésiens, même s'il est social, il bute immédiatement sur la question du politique. Donc, le premier point d'ancrage pour un jeune berlinois radical en relation avec le mouvement réel de son temps, c'est la question politique, d'autant que, rappelons-le, l'unité allemande est un processus qui ne s'est pas fait. Il y a une spécificité dans la configuration du temps historique allemand, c'est qu'au sortir de la guerre de 30 ans, au lieu d'avoir un processus d'unification politique, comme on l'a eu en Angleterre ou comme on l'a eu en France, on a au contraire un processus d'éclatement et d'émiettement. L'Allemagne qui fait face à la France du XVIIe siècle, l'Allemagne qui fait face à la France de Louis XIV, ou alors l'Allemagne qui ultérieurement fera face à la dynastie hanovrienne anglaise. C'est une Allemagne éclatée entre des évêchés, des principautés, des duchés, quelques royaumes, il y a la Bavière, il y a le Wurtemberg. Donc, la question politique, qui est une question qui n'a pas pu se matérialiser dans une unité réalisée, s'est positionnée à travers Hegel dans une unité théorique encore plus poussée. Et donc, Marx, en 1843, il commence son incendie analytique
par se confronter du politique au politique, qui va permettre un confronté du politique à l'antipolitique. Mais très vite, parce que sous le poids des événements, sous le poids de la réflexion, dans les rencontres, au regard des circonstances et de tous les débats qui vont avoir lieu, il va être d'évidence que le politique n'a pas d'autonomie, que le politique surgit comme matérialisation d'une unification politique de l'asservissement. Le politique a pour fonction d'unifier ce que le champ économique et social diversifie dans l'oppression, la tyrannie et les contradictions de classe. Il y a donc une nécessité d'unifier la formation sociale pour que, d'un point de vue à la fois politique et militaire, elle présente une homogénéité face aux contradictions à la fois internes et externes. Donc très vite, l'État va poser la question de l'intérêt de classe. Et puisque l'État va poser la question de l'intérêt de classe au moment où le mythe de l'État rationnel hegelien va vaciller et que Marx va opposer à l'émancipation politique l'émancipation humaine, en montrant que toute émancipation politique est une émancipation aliénatoire, ce que reprendra Rosa Luxembourg dans toute la pratique radicale anti-lutte de libération nationale, en disant la lutte de libération nationale est une gigantesque escroquerie par laquelle un prolétariat du Sud acquiert enfin le droit d'être opprimé par une classe capitaliste locale qui, la plupart du temps, est encore pire que le colonisateur. Cette imposture-là, elle vient aussi de la pensée marxienne radicale. Toute émancipation politique est une imposture, seule l'émancipation humaine ouvre le chemin de l'automouvement de la vraie vie. Donc, toute la première approche politique, elle se comprend par cette histoire, mais comme je suis dans un parcours d'intelligence, tout de suite elle positionne, d'un point de vue de méthodologie hegelienne dépassant Hegel, par-delà l'apparence phénoménale, l'essence des grandes trajectoires historiques qui permettent de comprendre l'essence de l'essence, c'est-à-dire le concept, derrière l'État, il y a la valeur d'échange et la dictature de la chosification. Et là, entre les débats, l'esquisse de Engels, les premières rencontres avec les groupes ouvriers, Marx est obligé de se poser la question de qui a-t-il derrière l'État? Et là est posé ce qu'on va trouver dans les manuscrits de 1944, le salaire, la propriété, les contradictions, la vente, le marché. Et donc, la critique de l'État qui va au bout d'elle-même et qui chemine sur le « mais pourquoi l'État ?» Il y a État parce qu'il y a contradiction de classe et nécessité d'unifier le contradictoire dans une valorisation unitaire de l'aliénation. Et donc, le chemin des manuscrits de 1944 est tout tracé par l'œuvre de ce qui précède, puisque après avoir décrit le processus aliénatoire de l'État, dans les manuscrits de 1944, j'ai la première critique de l'économie politique de Marx, parce qu'il va derrière l'État pour montrer ce que cache l'État. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymo. Alors, quelque part, il faut repartir au présocratique sur le contradictoire et l'implication réciproque. C'est-à-dire que, quelle que soit la question que vous me posez, et ça d'ailleurs c'est intéressant parce que j'ai à la fois beaucoup de correspondants et de patients qui me posent cette question, qui renvoient au présocratique, qui renvoient à Hegel, qui renvoient aussi à Marx, mais qui renvoient finalement à toute la compréhension circulaire du tout telle qu'elle est posée par Héraclite et Empédocle. Quel que soit, à partir du moment où le tout est le vrai, et à partir du moment où le vrai est la totalité de ce qui décrit le tout exposé dans sa pure essentialité. C'est la définition de Hegel, mais qui aurait pu être celle d'Héraclite, de Parménide ou de Marx. Quelle que soit la question que vous allez me poser, vous pouvez me parler de l'art, vous pouvez me parler de la cuisine, on peut parler de ce qu'est une relation érotique, on peut parler de ce qu'est la beauté d'une statue. On peut parler de tout, on peut poser toutes les questions que l'on veut sur tout, il n'y a qu'une réponse. Quelle que soit la question que vous allez me poser, je n'ai qu'une réponse.
Parce que toutes les questions que nous nous posons se ramènent à une seule réponse. Il y a l'être et l'avoir, il y a l'aliénation et l'émancipation. Mais pourquoi l'être générique? Parce que justement, quelque part, il y a l'être là, la manifestation phénoménale de ce qui est là, et il y a l'être générique comme la manifestation substantialiste, essentialiste de l'être de l'être. Assez souvent, Hegel, assez souvent Marx, se voient reprocher une stylistique lourdingue qui use un peu trop du génitif. L'histoire du mouvement, le mouvement de l'histoire. La crise de l'économie, l'économie de la crise. Ce n'est pas un jeu textuel pour décorer l'exposé. C'est la compréhension d'une totalité circulaire, et cette totalité circulaire dit l'infini du monde, l'infini de l'histoire et l'infini des hommes. Donc, si Marx prend l'expression d'être générique, et non pas l'expression de simple être, c'est parce qu'il y a derrière l'être qui est là posé comme visibilité historique, toutes les contradictions entre l'aliénation et l'émancipation, et ce qui nous importe au regard de la vérité émancipatrice de l'auto-abolition du prolétariat qui crée le communisme, c'est la Gemeinwesen, l'être commun des hommes en tant que communauté des hommes. Mais cette communauté des hommes, elle n'est pas en lettres, elle est en lettres génériques, en tant qu'elle est dans le mouvement historique de l'auto-émancipation et de la conscience accomplie de l'être des hommes, non pas en leur en soi, alors ça c'est les fameuses catégories hegeliennes, c'est-à-dire il y a l'en soi comme servilité première, il y a le pour soi comme sortir de cette servilité première qui permet l'accession à l'auto-mouvement. C'est pour ça qu'il y a deux prolétariats. Il y a deux prolétariats. Il y a la classe en soi, qui est le capital variable aliéné au quotidien des impératifs stratégiques du capital, et il y a la classe pour soi, qui est le prolétariat subversif et combattant dans son mouvement d'auto-abolition. Donc, en toute chose, il y a toujours l'en soi et le pour soi, le vrai et le faux. De la même manière que nous parlions des statuts, si vous prenez l'introduction de 1857, dans l'introduction de 1857, vous avez un superbe passage sur l'esthétisme et sur les Grecs, sur cette beauté infinie première que les Grecs ont produit, qui ne reviendra jamais, qui n'existe plus dans la physique de l'être là, puisque le Parthénon est en ruine et qu'on ne fait plus des statues de ce type, mais qui est éternelle, qui est infinie, parce que cette beauté dans sa radicalité a produit quelque chose d'indépassable. Il y a donc deux beaux. Il y a le beau vrai des profondeurs de cette puissance grecque éternelle, et puis il y a toutes les merdes du beau faux dans la grande généalogie de l'art qui se décompose jusqu'à produire la mort de l'art et la déchéance de l'art contemporain comme forme la plus aliénatoire de la merde de la marchandise. Donc, pourquoi être générique? Pourquoi être générique? Parce que la Gemeinwesen ne sera pas fondée sur l'être des hommes, mais sur l'être générique en tant que genus, qui renvoie à la gens initiale de la souche communiste, mais qui renvoie en même temps à la génération, c'est-à-dire à l'auto-mouvement. L'être n'est pas une catégorie statique. L'être n'est pas quelque chose qui est posé là. L'être est un devenir. Je suis parce que je deviens. Et on retrouve ça dans toute l'étymologie radicale indo-européenne qui a fait le verbe esse en latin, le verbe einai en grec. Il y a l'être là comme passivité posée, et il y a l'être du devenir radical qui est lié à la physis, c'est-à-dire à se tenir debout en la radicalité du mouvement infini des choses, et donc l'être générique, c'est l'automouvement permanent. Dans le communisme, dans la communauté émancipée, il n'y a pas l'être, ça y est, on s'arrête, on est dans l'être, ça ne bouge plus. C'est un être qui ne cesse de devenir, c'est un être qui ne cesse de s'accomplir. C'est exactement comme la relation. Le troisième manuscrit où Marx parle justement, avec insistance, de l'être générique, de la rencontre entre les hommes et les hommes, de la rencontre entre
l'homme est la forme la plus aboutie de la relation de l'homme à la femme, puisque la relation de l'homme à la femme est la relation la plus aboutie de l'homme à l'homme, puisqu'elle donne sa dimension supérieure à l'être générique. Quand je reçois un couple, et que d'un point de vue méthodologique, je comprends ce que disent les manuscrits de 44. Qu'est-ce qu'une relation d'amour? Une relation d'amour n'est pas une relation d'être, c'est une relation d'être générique, parce que l'amour se construit en permanence dans la volupté de son auto-manifestation. Je t'aime chaque jour davantage. Chaque jour, notre amour avance parce qu'il est dans le devenir de quelque chose qui tend à l'être générique et non pas à l'être. Et générique, c'est gens, c'est génération, c'est l'automouvement du généré, c'est-à-dire que c'est un être qui s'auto-crée. Il y a une immanence, il y a un automouvement permanent. Donc l'être générique de l'homme, c'est cette aptitude à trouver le chemin du jouir radical dans un automouvement permanent et infini qui ne s'arrête pas, puisque la satisfaction, dans ce satis, trouve sa suffisance, son suffisamment dans le perpétuel mouvement d'une auto-croissance infinie. Et c'est pareil pour travail aliéné. C'est-à-dire que le travail est par essence une perte de l'être. Le travail est par essence une perte de l'être. Dans la communauté, il n'y a pas de travail. Dans la communauté, il n'y a pas de travail parce qu'il n'y a pas de division des fonctions de la communauté, il n'y a que du produire, le reproduire en commun. À un moment donné, a émergé le tripalium, le travail, comme activité de dépossession. Mais sa forme supérieure de dépossession aliénatoire qui aboutira, grâce justement à la section 1 du livre 1 du Capital, à la compréhension du fétichisme de la marchandise, de la réification et de la chosification, elle a posé un travail qui n'est pas simplement un travail. Il existe une différence de substance entre les premiers hommes qui sont dans la domestication et qui travaillent, et l'ouvrier de la manufacture de Manchester qui est dépossédé de toute intentionnalité. Il y a donc une forme supérieure de la dépossession qui est le travail aliéné. Donc, à chaque fois qu'il y a un creusement, une spécificité, il faut comprendre que ce n'est pas simplement une floriture, c'est quelque chose qui dit l'approfondissement, le sens, la destination et le creuset. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Alors, l'homme a une essence. Et cette essence, cette essentia, est ce qui caractérise la substance profonde qui l'identifie. On ne pourrait pas identifier l'homme dans le parcours historique de son devenir en disant l'homme, puis la communauté émancipée et l'être générique, s'il n'y avait pas cette particularité dans tout le champ dialectique de l'évolution universelle. Et là, Marx est parfaitement sur le cheminement de Hegel, et Hegel était parfaitement, au terme de l'abolition de l'imposture kantienne, sur le chemin radical du retour vérifié du comprendre présocratique. Et les présocratiques, Hegel et Marx, ça constitue là, pour la question méthodologique que vous posez, une même unité qui n'a pas cessé de s'enrichir. L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même. Il n'y a pas la nature, l'homme. Il y a l'homme en la nature, en tant que la nature est un mouvement qui, à un moment, dans le champ d'émergence des primates supérieurs, a produit, dans la dialectique spécifique de l'outil, du geste, de la parole, de la sensualité et de la signification, un être qui a été capable d'une intentionnalité et d'un regard, et donc d'un en-soi qui a pu devenir un pour-soi, c'est-à-dire une conscience. Et cette conscience a pu être ce qu'elle est parce qu'elle était historiquement posée comme le mouvement de la nature
prenant conscience d'elle-même. Donc l'homme, l'humanité en mouvement, est l'automouvement du rapport social par lequel la nature prend conscience d'elle-même et l'homme est l'élaboration de cette conscience consciente d'elle-même. La grande différence, dit Hegel, et Marx la reprendra, c'est qu'il y a en la nature des mouvements, il y a en la nature des productions et des reproductions, mais le seul sujet qui est capable d'intentionnalité, qui est capable d'histoire et de transformation, d'histoire dans la transformation et de transformation dans l'histoire, c'est l'homme. L'homme est devenu le sujet conscient de son histoire en transformant l'intégralité du rapport qu'il a à la nature, qu'il a aux autres et qu'il a à l'histoire. Donc, l'homme, c'est cette partie de la conscience qui fait qu'à un moment donné, la nature cesse d'être une nature non intentionnelle pour devenir, grâce à l'homme, une nature intentionnelle qui sait d'où elle vient, qui sait d'où elle va, où elle va, et qui, à partir de là, a la capacité de saisir les contradictions qui animent ce mouvement pour, à un moment donné, créer cette fameuse Gemeinwesen, qui est la commune universelle des hommes, conscients de leur histoire. À un moment donné, Marx dit il y a toujours eu de la raison chez les hommes, mais il n'y a pas toujours eu une raison rationnelle. Il y a donc un moment dans l'histoire, par le surgissement de la Gemeinwesen, où la raison devient enfin universellement rationnelle. C'est le moment où elle crée la communauté comme mode de production de l'humanité, produisant l'humanité sans médiation, dans la transparence consciente de sa totale désaliénation. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymogène. Alors bon, alors là, la question est simple, mais alors elle est complexe par les implications qu'elle appelle. Là, il nous faudrait au minimum 4 heures. Marx a toujours fait une différence essentielle entre ce qu'il appelle l'opposition, ce qu'il appelle l'économie politique classique et l'économie politique vulgaire. L'économie politique classique est classique parce qu'elle n'est pas simplement, même si elle a aussi un contenu idéologique, dans ses résultats productrice d'idéologie. En domination formelle, c'est-à-dire pendant tout ce temps où le capital n'a pas pris le pouvoir sur le monde, mais où il monte par étiages successifs vers cette réalité, le capital compose. La domination réelle, la réalité du capital achevé, enfin arrivé à dominer le monde, c'est la guerre de 14. C'est d'ailleurs la guerre de 14 qui commencera la grande élimination de toute l'antériorité du capital. La guerre de 14 n'a pas simplement liquidé définitivement les vieilles monarchies qui constituaient les empires centraux. Elle a finalement aboli tous les vestiges de l'ancien temps qui subsistaient. Donc la modernité démocratique, la tyrannie pure de la valeur d'échange réalisée, nous la devons à la grande boucherie impérialiste de 14. Mais avant ce temps-là, le capital est déjà en train de prendre le pouvoir, mais il compose à travers toute une série de strates, de combinaisons, d'oppositions. Et quand Marx, donc dans les années 1840, découvre l'économie politique, qui est donc le levier de pensée de l'Angleterre d'alors, il est obligé de reconnaître qu'il y a un véritable débat qui positionne des apports positifs. Par rapport aux physiocrates qui légitimaient la terre, Ricardo va mettre le doigt sur quelque chose d'essentiel, parce que Ricardo, contre ceux qui étaient en quelque sorte les représentants de la rente foncière, va être le représentant théorique le plus abouti de la rente industrielle en devenir. Et Ricardo, pour montrer quelque part l'infertilité historique des représentants de la rente foncière, qui sont désormais dépassés par le cycle de la modernisation historique qu'impose le capital, va montrer finalement que c'est l'industriel
c'est l'industriel qui, sur la réalité du fait que la valeur de ce qui se produit dépend du temps de travail matérialisé, va permettre de théoriser l'opposition de classe montante entre la rente industrielle et la rente foncière, la bourgeoisie ascendante et les propriétaires terriens, entre guillemets, descendants. Donc là, j'ai bien évidemment une théorie économique qui est porteuse de sous-entendus idéologiques, puisque Ricardo définit bien par le biais de son axiomatique les intérêts de cette classe bourgeoise en devenir. Mais à travers son œuvre théorique, il pointe une réalité objective, qui est celle du fait que la valeur de ce qui circule dépend du temps de travail que ces marchandises qui circulent contiennent. Et j'ai donc, dit Marx, malgré l'aliénation, malgré l'idéologisation, malgré la défense des intérêts du capital, une compréhension objective. Mais cette compréhension objective, elle est terriblement dangereuse. Parce que même si Ricardo n'est pas révolutionnaire, et que, alors, là c'est tout un autre débat, l'œuvre de Marx n'est absolument pas une reprise de l'œuvre de Ricardo. L'œuvre de Marx est une Aufhebung de l'œuvre de Ricardo. Marx montre que Ricardo, en tant que représentant de la bourgeoisie, a bien compris que contre l'infertilité des rentes foncières, il y avait quelque chose d'incroyablement vivant et porteur dans le temps de travail, mais ce temps de travail, il le caractérise comme une unité aclassiste. C'est une unité, c'est une équation, et Marx va incendier la maison Ricardo en montrant que derrière ce temps de travail, ce que Ricardo ne peut pas voir, et ce que Ricardo ne verra jamais, il y a le taux de l'exploitation. Donc, Marx va abolir Ricardo, et par la théorie de la valeur travail, il va montrer que ce n'est pas le temps de travail qu'il y a dans les marchandises qui fait leur valeur, mais que ce temps de travail n'est pas une unité neutre qui se balade comme ça dans des équations comptables, mais que le temps de travail, c'est l'extorsion de la plus-value prolétarienne en tant que la force de travail ouvrière est contrainte de. Donc la théorie de l'exploitation n'est bien évidemment pas chez Ricardo, et la théorie de l'exploitation de Marx ne reprend pas Ricardo, elle abolit Ricardo. Mais au fil du temps, cette théorie ricardienne, qui est pourtant très mijaurée, elle devient quelque part une impossibilité pour l'économie politique. Parce que lorsque la bourgeoisie va avoir pris le pouvoir en réalité, et qu'elle se sera débarrassée des tenants de la rente foncière, elle se retrouve avec un nouveau sujet acteur de l'histoire qui est le prolétariat. Et dans le rapport de légitimation aliénatoire de son parcours de classe et de son hégémonie sociale, même cette fadeur ricardienne de la valeur travail devient quelque part un micro-bâton de dynamite, puisque si on creuse, on peut aboutir à Marx. Donc, postérieurement à Ricardo, on va avoir ce que Marx appelle, je renvoie aux théories sur la plus-value, pour creuser dans le détail, dans les temporalités, dans les seuils historiques, toutes les différenciations, mais on va avoir l'économie vulgaire. L'économie vulgaire qui veut absolument se débarrasser de cette théorie de la valeur travail et qui va se mettre à subjectiviser. La grande force de Ricardo, malgré ses limites, c'était d'avoir objectivité la valeur. La valeur n'était pas une impression, une perception, un imaginaire. La valeur était une objectivité matérielle tangible qui pouvait s'analyser. Marx, en ayant pulvérisé ça pour aller à la théorie radicale et subversive du taux d'exploitation, rend l'œuvre de Ricardo, même si elle est contre-révolutionnaire, comme quelque chose de dangereux. On va donc avoir avec l'économie vulgaire toute une économie de représentation-justification dans la pure subjectivité, ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous prenez comme point de départ tout ce qui a abouti à l'économie vulgaire avec les théories autrichiennes, etc., et tous ces cénacles-là, qu'est-ce qui fait la valeur d'une marchandise? On retombe dans les affres de la vulgarité, c'est pour ça que Marx de l'économie vulgaire,
on va vous dire c'est la perception qu'en ont les gens, c'est le besoin, c'est l'attachement, c'est la rareté. C'est-à-dire qu'on va partir dans toute une série de classifications périphériques, mais qui ne répondent pas à la question de la valeur. Elles vont effectivement gesticuler dans des périphéries qui n'expliquent pas ce qu'est la valeur et ce qui explique justement la réalité de l'oppression, de l'aliénation et de la théorie de la plus-value. Je rappelle d'ailleurs que Marx met Proudhon dans l'économie vulgaire. Parce que Proudhon, par rapport à Ricardo, c'est nul. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymo. Si vous voulez, il y a dans l'économie politique une gigantesque... Alors, l'économie politique est incapable d'accéder, alors là, il faudra en reparler plus longuement, ce qui fait l'histoire du développement aliénatoire de l'économie monde, le pouvoir absolu et tyrannique du fétichisme de la marchandise universelle, c'est pas la circulation des marchandises. La crise, c'est pas une surproduction de marchandises, c'est une surproduction de capital. Et la crise n'a pas lieu parce que les secteurs de la circulation sont mal organisés et qu'il y a effectivement des hiatus, des disproportions et des déséquilibres. C'est que la crise est au cœur de la production, mais même pas au cœur de la production. Tout à l'heure, vous me parliez de l'être générique. Il y a l'être et il y a l'être générique. La crise n'est même pas dans la production. Elle est dans la production de la production, dans cette matrice conceptuelle profonde que Marx découvre parce qu'il revient à Hegel et qu'il est capable d'avoir, à partir de cette compréhension de la baisse du taux de profit, la compréhension radicale qu'aucun économiste bénet de l'économie politique n'aura jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez lire toutes les revues économiques, vous pouvez écouter toutes les radios et toutes les télés, vous pouvez lire toutes les productions économiques possibles, il n'y en a pas une qui est capable de répondre au pourquoi la crise, parce que eux, la crise, c'est la phénoménologie des dysfonctionnalités de la circulation, mais ce que Marx a positionné comme le plus grand missile contre le capital, c'est-à-dire la compréhension que la crise est dans la production de la production, bah ça c'est la crise n'est pas un détail, un mauvais fonctionnement, un dérèglement. La crise n'est pas un dérèglement. La crise est le moment où le capital montre sa vérité. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymo. Oui, mais alors si vous voulez, là, il faut revenir à la production de la production, c'est-à-dire au déterminisme historique de ce que Marx, comme Spinoza, comme Hegel et comme les présocratiques, appellent la substance. Qu'est-ce qui substantiellement organise le processus historique de tout cela? Alors, vous avez plein de gens, la société de consommation, la société financière, l'hyperclasse mondiale, le capitalisme débridé, le libéralisme intensif, l'ultralibéralisme, bon, le crétinisme sociologique de toutes les impostures réformistes a créé des centaines et des centaines de catégories pour nous expliquer que le capitalisme aujourd'hui, c'était des choses nouvelles qui n'étaient pas là au XIXe siècle. Elles sont là au XIXe siècle, d'un point de vue dialectique, puisque tout ce qui se passe aujourd'hui et que Marx avait prévu et qui s'est réalisé, il ne l'a pas vécu, puisqu'il est mort avant 1900. Donc Marx a vu tout cela et il l'a compris. Parce que le problème, ça n'est pas que le capital avance et crée sans arrêt des formations, des structurations ou des émergences nouvelles qu'il n'y avait pas au début. Le capital, c'est la théorie d'Aristote, qui est d'ailleurs repris au présocratique sur ce terrain-là, c'est la théorie de l'acte et de la puissance. C'est-à-dire que l'acte est la réalisation aboutie et actée de ce qui était en puissance. Donc, en domination formelle, le capital n'est pas lui-même, il n'est pas mature, il est en développement, et il n'a pas produit la forme achevée de sa substance. Mais la forme achevée de sa substance est sous-jacente. Mais il y aura, le jour où il aura abouti à la forme achevée de sa substance, un renversement dialectique qui fera que tout ce qu'il était en domination formelle sera métamorphosé sous une autre forme en domination réelle. Donc, le temps de la domination réelle, c'est le temps de l'accumulation première. Alors, l'accumulation première, elle est longue, hein, parce qu'elle commence au XIIIe siècle dans les cités marchandes italiennes, et elle continue. La disparition, par exemple, de l'agriculture
il a fallu que la France active sa domination réelle jusqu'à aller au-delà de la Seconde Guerre mondiale. Le capital est enfin en train de réaliser le projet de la domination réelle. L'agriculture française est en train d'être écrasée et liquidée. Mais ça, si j'ai des yeux empiriques, surfaciers, journalistiques ou universitaires, je ne peux pas le voir en 1880. Marx le voit en 1880, parce que Marx n'est pas un homme de la surface des choses, il est l'homme des grandes profondeurs. Donc la concentration industrielle de la domination réelle, qui va transformer l'agriculture en pôle industriel, qui va prolétariser et expulser les paysans, il n'a pas besoin de savoir qu'en 1945, entre le crédit agricole et le tracteur, on va tuer la paysannerie traditionnelle pour la surendetter et la conduire à l'abattoir. Dans le Capital, alors, il ne vous donne pas la date où ça se passera en France, en Italie ou en Espagne, mais il a produit cette trajectoire méthodologique. Donc, le Capital est un gigantesque devenir qui a deux temporalités, la domination formelle et la domination réelle. En domination formelle, dans les accumulations premières, je ne peux pas avoir de consommation généralisée, puisque tout est en imbrication avec le temps antérieur. Donc, j'ai une économie capitaliste d'accumulation première, d'épargne et donc de consommation retenue. Il faut que le capital aboutisse à la grande cybernétique automatique de la survalorisation et de la surdévalorisation de la domination réelle pour que la surproduction de capital qui produit des surproductions absolument gigantesques de marchandises rende nécessaire des écoulements de masse. Donc en domination formelle, j'ai une économie de consommation réduite, et en domination réelle, j'ai une économie qui produit la pléthore, le fameux livre 3 sur la pléthore du marché, la pléthore du crédit, la pléthore de la bourse, la pléthore de l'usure, la pléthore de la dette. Donc, en domination formelle, le capital évolue selon des modalités particulières. C'est pareil pour la morale. En domination formelle, dans ce temps des accumulations premières et de l'épargne, le capital a encore une moralité classique. Le mariage homosexuel, en domination formelle, c'est pas possible. Le capital a encore des normes morales héritées du passé, parce qu'il n'est pas devenu lui-même. La grande débauche narcissique de l'homme robotisé, de la marchandise universelle, de la PMA et de la GPA, elle n'est pas possible aujourd'hui parce que les techniques le permettent. Elle est possible aujourd'hui parce que le devenir du capital en a socialement besoin, il a donc produit les techniques adéquates. Il n'y a pas d'autonomie de la technique. La technique n'a pas d'histoire. La technique est le produit du développement contradictoire des forces productives. Donc, si aujourd'hui on a tout ce que l'on a sur la PMA et la GPA, c'est parce que le développement, justement, de la réalisation aboutie de la valeur d'échange a créé ce marché pléthorique de la surconsommation narcissique et que tout ça est nécessaire dans le cadre de la crise permanente du capital, de sa contradiction valorisation-dévalorisation et de la nécessité absolue en même temps que face à cette surproduction, il y a absolue nécessité de trouver des zones d'expansion factice, des débouchés frauduleux. Effectivement, on a un crédit délirant. La dématérialisation monétaire. Marx, dans le livre 3 du Capital, en reprenant ce qu'il montre dans les Grundrisse, explique très bien qu'on va aller vers une dévalorisation monétaire totale. Marx n'a pas parlé de Bretton Woods. Marx n'a pas parlé des accords de la Jamaïque. Mais si je lis avec intelligence le Capital, je comprends très bien pourquoi, à un moment donné, la baisse du taux de profit a rendu absolument nécessaire la suspension de la convertibilité dollar-or. C'est la dématérialisation. L'équivalent général se dématérialise à un moment donné. Si j'ai les talons or en domination formelle, avec toute cette période qui conduit à la guerre de 14, le grand étalon or international, 1870-1910, c'est pas parce que les banquiers décident, c'est pas parce que les hommes politiques décident, c'est parce que les contradictions valorisation-dévalorisation en domination formelle rendent absolument nécessaire qu'il y ait un étalon hors de l'équivalent général. Par contre, en domination réelle, quand effectivement je sors du second charnier mondial, la pléthore de dollars
l'activité gigantesque de reconstruction de cette domination réalisée qui a failli va nécessiter que l'étalon or soit aboli. Donc tous ceux qui gesticulent sur les effets, en essayant de comprendre ce qui se passe à partir de ce que l'on voit, ne peuvent rien comprendre parce que ce que l'on voit découle des contradictions que l'on ne voit pas. Si je peux voir une marchandise rouillée sur un trottoir, je ne peux pas voir sur un trottoir la baisse du taux de profit. Il y a derrière le visible l'invisible. Et là, Marx retrouve Hegel. C'est-à-dire que Marx, quand il a écrit l'œuvre radicale qu'il a écrite pour synthétiser les luttes radicales de son temps, il a cherché derrière le visible immédiat cet invisible conceptuel qui est pourtant le marqueur qui produit les forces productives de l'aliénation mondiale. Et donc, domination formelle, domination réelle, tout bouge. La rareté nécessaire des biens d'un prolétariat exploité dans la détermination prévalente de la plus-value absolue, c'est la pauvreté ouvrière. C'est ce qu'on positionne à travers la paupérisation absolue. La paupérisation absolue, c'est le temps de la domination formelle. Mais aujourd'hui, on est dans la paupérisation relative, même s'il y a des points, compte tenu de la crise, de retour à la paupérisation absolue. Mais la paupérisation relative, c'est le degré ultime de l'aliénation et de l'exploitation. C'est ce que j'explique d'ailleurs dans les commentaires sur la phase terminale, dans la logorée gaucharde des tiers-mondistes des surfaces. Les gens sont persuadés que l'ouvrier de Calcutta qui est payé 25 roupies et qui est dans une misère noire est plus exploité qu'un ouvrier des chantiers navals de Brême en Allemagne qui gagne 5000 €. C'est l'inverse. L'ouvrier de Calcutta, avec ses 20 roupies, est encore dans une sphère de domination formelle. Il est maltraité d'une manière intensive. Mais l'analyse radicale, la théorie de la plus-value, elle ne fait pas de l'exploitation un concept misérabiliste. Les gens sont mal payés, les gens sont méprisés, les gens sont maltraités. La théorie de la plus-value et la théorie radicale de l'exploitation, c'est la différence entre ce que je produis et ma rémunération aliénée. Entre ce que produit l'ouvrier indien qui est peu payé et ce qu'on lui donne, le différentiel est de 3, il est de 4. Mais l'ouvrier des chantiers navals de Brême ou de Hambourg, même s'il a 4 frigidaires, 2 voitures et 2 maisons, la réalité quantitative du taux de plus-value, elle n'est pas de 4, elle est de 30. Donc, les prolétaires les plus exploités sont ceux des métropoles impérialistes où le taux de plus-value est bien plus élevé. Il n'est pas dans la misère du tiers-monde. La misère du tiers-monde sert dans sa masse à revitaliser la composition organique du capital, mais l'ouvrier aujourd'hui qui travaille en France aux usines Dassault est plus exploité que son grand-père qui travaillait chez Hispano Suiza. Parce que le grand-père qui travaillait chez Hispano Suiza, il avait peut-être pas de machine à laver, pas de voiture, mais il y avait un différentiel entre ce qu'il touchait et la plus-value qu'il produisait qui était bien plus réduit qu'entre ce différentiel aujourd'hui chez Dassault Systèmes. Son petit-fils est prolétaire, mais il produit une plus-value beaucoup plus intensivement développée. Donc, si vous voulez, le visible, l'invisible, la surface, la profondeur, c'est aussi ça le fétichisme de la marchandise. Les gens analysent tout à l'envers. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre lacrymo. L'argent est mon seul lien social. Au fur et à mesure que la dynamique de la valeur d'échange et que l'argent, qui est donc son corollaire en tant qu'équivalent général, s'est emparé du monde, il s'est emparé du monde, mais pas simplement des matérialités externes du monde. Il s'est emparé de toutes les substances pratiques, matérielles, symboliques, émotionnelles et affectives. Donc, quel est le seul lien aujourd'hui qui unit les hommes dans la planète du monde marchandise?
c'est l'argent. C'est le seul lien. Et même dans les dimensions familiales, émotionnelles, même là où il n'y a pas de l'argent en termes de pièces, en termes d'achat ou en termes de vente immédiatement matérialisé, il existe sous sa forme symbolique et pathologique. Si vous dites ça, vous allez avoir des gens qui vont vous dire « mais non, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça ». Il y a des familles où l'argent ne compte pas. Donc, l'argent ne compte pas dans certaines familles parce que la forme du numéraire, là, immédiat, n'est pas partout présente. Mais la forme symbolique de la pathologie marchande qui résulte de l'équivalent général, dans la concurrence narcissique, dans la pathologie de l'émotion solipsiste, elle existe partout. C'est-à-dire que même là où il n'y a pas l'argent, sous sa forme première, événementielle, phénoménale, l'argent est là dans sa dimension alchimique et magique, dans la forme narcissique. Parce que qu'est-ce que le narcissisme de la représentation sociale dans la rencontre des êtres? C'est la dimension exacerbée d'une émotion asservie à la représentation de la valeur d'échange. Le narcissisme est une représentation asservie à la valeur d'échange. Donc la valeur d'échange, ça peut être des cartes Visa, ça peut être des louis d'or, mais c'est aussi la dimension narcissique de la représentation. Donc la valeur d'échange et son équivalent général ont absorbé la totalité du monde, puisque tout se monnaie, et tout se monnaie en la forme monnaie, ou tout se monnaie en une forme monnaie émotionnelle, affective, sexuelle, poétique ou littéraire. Donc la monnaie s'est emparée de tout. Et donc, elle unit tout. Mais comme derrière cet équivalent général, il y a la crise du taux d'exploitation, il y a la lutte, il y a la concurrence, il y a les ambivalences, c'est en même temps ce qui unit, qui désunit tout le monde, non seulement dans le rapport social, puisqu'il y a une concurrence exacerbée entre tout le monde contre tout le monde, mais c'est en même temps un disparate qui désunit ce qui unit. Et là, on a en sous-bassement l'auto-mouvement de la négation par laquelle ce qui unit travaille au même moment qu'il unit à rendre disparate, mais à rendre disparate et désuni sa propre loi d'unification. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus, mais c'est ça qui est décisif. Et alors c'est pour ça que y a au bout du bout, et ça ce sera les Grundrisse et le capital, mais la crise terminale. Les blousons noirs sont à l'affût, lance-pierre contre la crimolle. Le problème, c'est de comprendre ça en référence à l'époque et en référence au cheminement de l'homme dans l'époque. On a vu tout à l'heure que Marx était parti de la politique pour produire l'antipolitique. Marx, avant de produire une critique de l'économie politique, pour abolir l'économie politique, a créé une critique de la politique pour abolir la politique. Mais on vient de voir, à travers les questions que vous m'avez posées, qu'il y a toujours derrière le visible là, un invisible qui travaille. Je ne peux pas rencontrer dans l'art, alors c'est plus tard, puisque là on n'en est pas à la baisse du taux de profit, il met le doigt sur des contradictions, mais il ne les a pas synthétisées, il va lui falloir 30 ans pour les synthétiser. Mais si vous voulez, si je me promène dans la rue, je ne rencontrerai jamais la baisse du taux de profit. Je ne rencontrerai que ces effets phénoménaux. Si je me balade dans la rue, je ne rencontrerai jamais l'aliénation. Je rencontrerai des expériences, des êtres humains aliénés circulatoires qui sont la matérialisation de l'aliénation. Donc, là, quelque part, je suis obligé de conduire un débat avec Hegel, même si je fais une critique de Hegel. Donc, au moment où je pose l'être générique, qui est quelque part une formulation hegelienne, je suis obligé de la poser en me distanciant de celui qui l'aurait posée. Donc, au moment où dans le troisième manuscrit, j'ai justement la compréhension, parce que le troisième manuscrit, c'est où je vais.
dans ma critique de l'économie politique, j'ai montré qu'il existait toute une série de catégories aliénatoires, la rente foncière, la propriété, la valeur. J'ai montré qu'il y avait toute une combinatoire théorique et pratique d'aliénation, mais je conclus par quelque chose qui dit que ça va se renverser. Et ça va se renverser vers où? Ça va se renverser parce que malgré tout cela, il y a quelque chose que l'on ne voit pas forcément, qui est quelque part du champ de l'invisible, il y a l'être humain réel. Quand les gens vous disent « mais c'est pas possible, il n'y aura jamais de révolution, regardez comment les gens sont anesthésiés, ils sont dans l'insipidité, le calcul, la petitesse, la dépravation, l'abrutissement, bon bref, le capital a fait de tout le monde des déchets. Ça ne peut pas changer, on n'a jamais vu des déchets s'insurger. » Il y a une profonde saveur espérance dans les manuscrits de 44, parce que dans les manuscrits de 44, il nous dit que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Nous sommes autre chose que ce que nous sommes, parce qu'il y a en nous autre chose que nous ne voyons pas forcément, mais qui fait que nous sommes aussi le renversement de ce que nous sommes en tant que déchets. Le capital a fait de nous des épaves abruties dans la domestication universelle, mais il y a, et là on retombe sur la fameuse émeute des tisserands silésiens, il y a des moments fractures de précipité où les contradictions de l'économie politique telle qu'il vient de les mettre en mouvement permettent d'envisager le renversement. Donc, Marx insiste là-dessus, mais le renversement, pourquoi? Pour retrouver l'être générique. Et là, on retrouve la fameuse lettre à Ruck que vous devez connaître, où il lui dit le communisme moderne qui surgit avec le prolétariat n'est que la matérialisation historique aboutie d'un rêve ancien, parce qu'effectivement, depuis que la révolution néolithique a tué les communautés communistes pour construire les sociétés et les civilisations du pouvoir, de l'État et de l'argent, les hommes n'ont pas cessé de s'insurger. Donc, malgré la déchéance, malgré l'aliénation, nous avons tous en nous une aspiration à la vie humaine. Il y a toujours en nous quelque chose qui cherche autre chose, et ce quelque chose, qu'est-ce que c'est? C'est le retour à l'être générique. Sauf que je suis obligé de faire la critique radicale de Hegel en parlant de cela, parce que ce que Hegel n'a pas vu, Hegel a vu dans l'histoire les passions. Qu'est-ce qu'un homme historique? C'est un homme qui sait incarner sa passion au moment où la nécessité historique le rend objectivement inéluctable. César est un homme historique parce que lors de son passage du Rubicon, il est adéquat à la crise de la rente foncière italienne. Dans la réédition de Terror, j'ai fait exprès dans l'avant-propos de prendre plusieurs exemples hegeliens. J'ai pris César, j'ai pris Ravaillac, et puis j'ai pris l'assassinat de François-Joseph. Il y a derrière ces morts tout un magma historique de longue durée qui travaille dans l'invisible et qui produit la visibilité du moment où César est assassiné. Hegel a vu tout ça. Il a vu la passion des hommes qui se réalise en l'État. Mais il n'a pas vu la passion des hommes qui se réalise en l'anti-État. C'est pour ça que Marx et Engels parleront par exemple de Thomas Müntzer et la grande insurrection des paysans. Je crois me souvenir qu'à certains moments, Hegel parle de la guerre des paysans, mais il fait totalement l'impasse sur cette passion radicale de l'être générique antipolitique. Il y a donc deux manières de comprendre le déterminisme historique. Il y a deux manières de comprendre le développement des forces productives de l'histoire qui constituent le mouvement de l'inéluctable. Et Marx, au moment où il retrouve l'être générique dans sa passion subversive radicale, il est obligé de se démarquer de Hegel, parce que même si Hegel a compris le cours de l'histoire dans cette articulation passion de la nécessité, nécessité de la passion, il a, compte tenu de son époque, et compte tenu du fait que le prolétariat n'avait pas manifesté sa puissance au moment du Hegel de Iéna, fait effectivement une production d'impasse, et Marx, qui veut dépasser cette impasse, est obligé de dire que la dialectique de Hegel, là, ne se plante pas. C'est Hegel qui se plante dans l'utilisation de sa dialectique. Il y a une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui se pose sans que vous la posiez. C'est l'unité de l'œuvre. Parce que finalement,
on est en train. Moi, je ne sais pas si vous le vivez comme ça, mais moi, je l'ai toujours vécu comme ça. Des premières œuvres aux dernières, je me sens profondément dans la même histoire. Et je sens la vie d'un homme qui, à travers ses passions, ses expériences, ses recherches, ses approfondissements, ne fait qu'affiner une démarche. C'est-à-dire qu'il y a réellement, au sens hegelien du terme, il y a un cercle. C'est-à-dire qu'il y a une unité, il y a une unité indivisible, il y a une totalité organique qui est dans une cohérence incroyable. On ne peut pas retirer des morceaux. Alors certes, dans la réalité de l'imaginaire, les pressions narcissiques, la volonté de vouloir participer à l'histoire, il y a des moments où Marx déconne dans la factualité de l'événement phénoménal. Mais du point de vue méthodologique, dans la grande compréhension historique de ce qu'est le devenir vers la Gemeinwesen, c'est pratiquement un parcours sans faute. Donc, je termine les manuscrits de 44, je passe à l'idéologie allemande, j'ai l'impression que c'est toujours le même train. Je passe d'un wagon à un autre, c'est-à-dire que tout se tient, il y a un enchaînement parfait. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille.